Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Alexandre Désay. Bonjour Alexandre Désay. Vous êtes maître de conférences en sciences politiques à l'université de Montpellier et enseignant à Sciences Po. Vous venez de publier ce livre passionnant aux éditions de Bec sur les sondages. L'ouvrage s'appelle 10 leçons sur les sondages politiques. En couverture, Trump, Brexit, primaire, abstention, Rassemblement national, les erreurs des sondages, enfin expliquées. Et vous les expliquez, vous nous amenez évidemment à nous interroger sur ces sondages. C'est un exercice très intéressant parce qu'en réalité, les sondages, on est tous passionnés. Je parle du grand public. On les commente en permanence. Dès qu'on entend à la radio ou à la télévision, voici le dernier sondage, on met le son un peu plus fort. Et puis après, on se dit que finalement, tout le monde pense que les sondages se trompent. Moi, en lisant votre livre, je vois que les sondages se trompent de plus en plus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils donnent quand même une belle tendance. Alors, ce qui donne une tendance, c'est compliqué à savoir en fait, puisque c'est un instrument qui mesure des rapports de force politiques qui n'ont pas forcément de rapport concret avec la réalité finale qu'ils sondent. La plupart des sondages qui ont été réalisés jusqu'à présent, et tant que le dernier candidat n'est pas déclaré, sont des sondages qui portent sur des candidats qui n'étaient pas forcément déclarés officiellement, des candidats qui ne se sont pas du tout déclarés, qui voire n'avaient pas vraiment l'intention de se présenter. Donc tant que d'une part la liste des candidats officiels n'est pas établie, et d'autre part qu'on se situe à des échéances temporelles pas trop éloignées. Plus un sondage est fait en amont d'un scrutin, plus il est imprécis. On est sur un outil qui mesure effectivement quelque chose, des rapports de force, mais de manière finalement relativement vague. Ça n'empêche, comme vous le dites, que on prête tous effectivement attention à ces sondages qui sont devenus centraux dans l'appréhension quotidienne du politique, dans l'analyse ordinaire de la campagne électorale. C'est vraiment une boussole totalement indispensable, tant pour les acteurs politiques que pour les médias. À qui vous adressez-vous à travers ce livre? Évidemment, le grand public, celui qui est curieux de se connaître, d'aller sous le capot, en quelque sorte. Mais j'avais envie de dire aussi aux étudiants et aussi à tous les candidats, à ceux qui ont envie de faire de la politique. Effectivement, je serais très heureux que certains des candidats lisent cet ouvrage, même si je ne doute pas que dans leur cursus scolaire et universitaire, ils ont eu quand même un certain nombre d'enseignements sur les sondages, ils ont lu un certain nombre de livres sur les sondages, donc ils ne sont pas dupes non plus de ce qu'ils sont. Mais effectivement, le premier public visé, c'est le grand public. Dans ce livre, j'avais envie de rendre accessible ce que l'on sait des modalités de production de sondages. Or, il y a certains aspects de ces modalités de production qui restent opaques, qui sont plus ou moins cachés par les instituts en dépit de l'existence d'une législation qui pèse sur les conditions de production de ces sondages. Mais l'idée, c'était vraiment de faire prendre conscience au public qu'aujourd'hui, on est arrivé à un niveau de production extrêmement important, trop important de sondages. 1000 sondages d'opinion sont publiés chaque année. Dernière campagne présidentielle de 2017, il y avait eu 560 sondages. On peut s'attendre encore à plus aujourd'hui. En 50 ans, le nombre de sondages politiques a été multiplié par 40. Donc l'idée, c'était de dire, voilà, on est face à quelque chose qui est extrêmement important, et pourtant, les sondages se trompent souvent. Et je vais vous expliquer pourquoi ils se trompent souvent. Donc, j'explique comment on constitue des échantillons, comment on redresse les résultats, ce que ça fait de poser telle question de telle manière sur les réponses qui vont être données. Je donne toute une série d'exemples sur ce qu'on peut appeler des bulles sondagières, c'est-à-dire des sondages qui construisent des artefacts. Alors c'est un nom compliqué, mais pareil, je m'explique. C'est des résultats en fait artificiels qui n'ont pas forcément de rapport avec la réalité. Bref, l'idée c'était vraiment de rédiger un ouvrage pédagogique sur les sondages. C'est pour ça que ça s'appelle 10 leçons. Alors l'idée c'est pas du tout de faire la leçon encore une fois, mais c'est vraiment d'expliquer
les 10 paramètres en fait. C'est comme un contrôle technique, là c'est 10 points sur le contrôle technique finalement. Exactement. Mais quand je vous ai posé la première question en disant il se trompe pas vraiment aussi, il donne quand même un peu une clé de sol, une clé de fin, une tendance. Ça veut, en ce moment, vous conviendrez que finalement Emmanuel Macron est donné par exemple à 25%, 24% dans les sondages, peu importe. On sait grosso modo qui se situe dans ce courant-là, au-delà entre 20, qu'il n'est pas en dessous de 20 et qu'il n'est pas au-dessus de 30, voilà. Et on sait que Jean Lassalle, s'il est donné à 3%, on sait qu'il n'est pas à 10%. Donc, vous voyez, quand je disais qu'il donne quand même cette tendance. Oui, absolument. Alors, il faut pour une simple raison, c'est que ces sondages sont quand même réalisés par des très bons analystes politiques qui ont suivi des formations en sciences politiques. Malgré tout, quand on regarde les résultats bruts des enquêtes sondagères, c'est-à-dire les résultats qu'on obtient à l'issue de la phase d'enquête, eh bien, on se rend compte que si on prend par exemple les intentions de vote pour les différents acteurs politiques que vous avez mentionnés, on se rend compte que par exemple, par rapport à la réalité, les intentions de vote pour les candidats du centre ou de la gauche sont toujours surestimées. Et qu'à l'inverse, les candidats, les intentions de vote pour certains candidats de droite et surtout d'extrême droite sont sous-estimées. De fait, Thierry Mariani va vous dire, si j'avais écouté les sondages, j'aurais été président de la région PACA. Oui, absolument. Bah là, c'est un cas idéal typique d'erreurs importantes des sondages. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, ces résultats bruts sont corrigés. Alors, à partir de coefficients de redressement. Alors, j'explique comment on calcule ces coefficients dans mon livre. Mais surtout, en fait, on se rend compte que, en dépit du redressement qui est opéré par ces coefficients, il reste toujours la possibilité pour ceux qui fabriquent ces sondages, eh bien, de les corriger selon leur propre évaluation, selon leur propre analyse des rapports de force politiques. Un ancien responsable de TNS Sofres, un des plus grands instituts de sondage en France, Pierre Veil, disait oui, alors on suit des recettes, mais il y a également, et je le cite, une part de pifomètre. Donc, effectivement, c'est pas très dur de penser que Jean Lassalle est actuellement à 1 ou 2%, que compte tenu de la perception de son bilan et notamment de la manière dont il a géré la pandémie en dépit d'un certain nombre d'accidents, d'écueils et de passages politiques, finalement Emmanuel Macron s'en sort pas mal, que à droite, il y a une candidate qui s'est quand même dessinée à l'issue d'une phase de primaire et qui a battu ses adversaires à la loyale et qui fait une campagne qui n'est pas si mauvaise que ça. Donc à partir de ces éléments-là, qui sont les éléments qu'on perçoit également de manière quotidienne dans le débat sur la campagne, eh bien les sondeurs en quelque sorte corrigent leurs résultats. Mais c'est vrai que c'est pour eux un exercice extrêmement difficile. Il y a une très forte inconnue, notamment en ce qui concerne la présidentielle, c'est la participation électorale. On sait que ce qui a perturbé les évaluations des instituts, notamment au dernier régional, c'est cette question de la participation dans un contexte pandémique très particulier. Il s'agit pas de dire, c'est pas un bouquin qui dit c'est pas bien les sondages, au contraire, dans les sciences sociales. Non, vous nous amenez à prendre du recul. C'est pas un livre non plus contre les instituts, mais c'est un livre qui souligne effectivement les problèmes que posent tous les sondages politiques relativement à l'importance centrale qu'ils occupent aujourd'hui dans la vie politique et dans le commentaire politique. Là où j'ai appris quelque chose aussi dans votre livre, c'est que j'avais aussi tendance à rester sur cette idée que le sondage, c'est la photographie de l'opinion à un instant T, donc forcément, ils peuvent se tromper puisque l'opinion évolue. Vous démontez cela, quand même. Oui. Alors oui, parce que c'est une expression qui est utilisée régulièrement par. Ça permet de s'excuser et d'excuser l'erreur, voilà. Voilà. Et il y a un très bon sociologue qui s'appelle Patrick Lehun qui rappelle très justement dans ses ouvrages que si c'est une photographie de l'opinion, elle est souvent floue, elle est souvent mal cadrée. Moi, je pense que c'est une bonne correction justement de cette métaphore. Alors, photographier l'opinion, on voit à peu près ce que ça veut dire, mais très concrètement, l'opinion est une construction. Si on devait chercher l'opinion, on voit tout ça ce que c'est, mais on aurait du mal à la désigner, ou à la retrouver quelque part
dans l'espace social. Donc c'est une construction. Donc c'est difficile de photographier quelque chose qui n'a pas vraiment de réalité concrète. Et surtout, en fait, effectivement, il faut savoir que un très grand nombre de sondages, par exemple, pour la campagne présidentielle de 2017, vous avez presque une bonne moitié des sondages sur la présidentielle qui ont été réalisés avant le mois de février 2017. Or, à 3 mois du scrutin présidentiel, les estimations des instituts de sondage ne sont correctes que dans un cas sur 3, et à 6 mois dans un cas sur 8. Donc, de fait, avant le mois de février, tout ce que vous prenez comme photographie de l'opinion, ce sont forcément, pour reprendre l'expression de Patrick Lang, des photographies floues et des photographies mal cadrées. Donc, cette expression-là, elle est pratique en quelque sorte pour les sondeurs. Elle permet d'excuser un certain nombre d'erreurs. Elle permet d'imager également leur pratique. Mais effectivement, dans la réalité, ça ne renvoie pas à grand-chose de concret. Oui, et puis on peut répondre aussi ce que l'on veut, on peut répondre selon l'air du temps. Est-ce que les sondages, c'est pas un peu comme les sondages sur les programmes télévisés? À une époque, on demandait aux Français ce qu'ils voulaient voir à 20h30. Tout le monde répondait, je veux des émissions culturelles et des documentaires. Et quand on met les documentaires et les émissions culturelles, ça fait 0,5% d'audience. Est-ce qu'on répond pas aux sondages pour se donner un peu une certaine stature? On nous dit c'est les CSP+, qui sont plus Pécresse. Donc celui qui est plus, par exemple, ou pour Macron, celui qui s'identifie plus dans un courant de droite dure, on lui dit sont les gens intelligents dans ce courant de droite dure qui sont plus Zemmour et plus la France populaire qui est plus Marine. Il va répondre au sondage, je suis plus Zemmour. Vous voyez ce que je veux dire? On se donne aussi un style. Oui, tout à fait. Alors ça c'était particulièrement vrai quand les enquêtes qui étaient réalisées par les instituts l'étaient soit en face à face, soit par téléphone. Et il y avait une sorte de contrôle social, comme on dit, qui s'exerçait par l'enquêteur sur l'enquêté. On s'est rendu compte que dans les interactions entre enquêteurs et enquêtés, les enquêtés n'osaient pas déclarer certaines pratiques politiques comme l'abstention parce que c'est mal perçu quand on est un citoyen, ou le vote par exemple pour l'extrême droite parce que c'est construit ou perçu comme un vote politique un peu illégitime. En tout cas c'est comme ça dans notre pays. Là maintenant, moins maintenant peut-être. Alors moi maintenant, effectivement, pour une raison simple, c'est que d'abord le Front National, le Rassemblement National a beaucoup progressé. Même si le parti fondamentalement dans ses orientations programmatiques n'a pas vraiment changé, il faut rappeler que c'est la fille de Marine Le Pen, quand même, de Jean-Marie Le Pen, pardon, qui est à la présidence du parti. Zemmour a pris la place de la diabolisation maintenant. Voilà. Alors effectivement, Zemmour a pris la partie un peu du versant radical de l'extrême droite. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'écrasante majorité des sondages sont réalisés par Internet. Or, ce qui est important de souligner, c'est que n'importe qui peut s'inscrire soit sur les sites internet d'entreprises qui sont spécialisées dans la constitution d'échantillons en ligne, ce qu'on appelle les access panels, soit directement sur les sites internet qui sont dont les instituts sont propriétaires. Et là, vous pouvez rentrer à peu près n'importe quelle identité. Alors, je l'ai fait pour le livre. Par exemple, je m'appelais pas Alexandre Désé, je m'appelais John. J'avais pas 49 ans, j'avais 20 ans, etc., etc. Donc, en fait, j'ai pu remplir n'importe quelle identité. Et ensuite, vous êtes sollicité par les instituts ou par les entreprises qui constituent ces échantillons. Vous êtes sollicité pour répondre à un certain nombre de sondages. Et les sollicitations sont quotidiennes. Vous recevez 4, 5 sondages et en échange, vous allez gagner des points que vous allez pouvoir monnayer contre des cadeaux. Et là, à partir du moment où vous répondez aux enquêtes, vous pouvez répondre à peu près n'importe quoi. Par exemple, je continue à répondre à ces sondages, et donc mes réponses sont enregistrées. J'ai dit que je votais pour le parti animaliste, alors que je connais même pas son programme. J'ai dit que j'étais protestant, alors que je suis athée, etc., etc. Donc la grande question, c'est... Et vous allez rire quand vous allez avoir sur BFM TV ou sur LCI un grand spécialiste qui vous dit les protestants sont très attirés par le parti animaliste. Animaliste, exactement, exactement. Alors si on était plusieurs à faire ça, voilà ce que ça donnerait. Or là, si vous voulez, vous pouvez répondre des choses parfaitement contraires aux différentes questions et jamais, en fait, ces réponses ne sont vraiment contrôlées. Alors il y a des contrôles parfois de cohérence et de connaissance, mais hier j'ai terminé par exemple
un sondage pour un institut sans jamais que les réponses incohérentes que je donnais eh bien, aient été soulignées à un moment ou à un autre. Et ce sondage portait sur la présidentielle, sur mes intentions de vote pour la présidentielle, sur ce que j'ai voté préalablement, parce que c'est comme ça, c'est par ce qu'on appelle la mémoire du vote qu'on redresse les résultats bruts, mais à aucun moment, alors que j'étais seul devant mon ordinateur. Et c'est ça la différence, c'est que la manière dont on répond à une enquête, c'est pas du tout la même manière quand on est face à un enquêteur, soumis à une forme de contrôle social, et puis devant un ordinateur où on peut absolument répondre n'importe quoi. Or, que vous parlez d'incohérent, ce que vous dites comme incohérent, je vais prendre l'exemple. Si vous dites que vous avez l'intention de voter pour Zemmour et qu'il y a une question sur la régularisation de tous les sans-papiers, vous dites que vous êtes favorable à la régularisation des sans-papiers, ça c'est pas cohérent. Vous voyez, exactement. Hier, notamment, dans le sondage auquel j'ai répondu, il y avait des questions sur l'environnement et je pouvais répondre deux choses complètement différentes, c'est-à-dire déclarer être pour la chasse et en même temps pour la protection de l'environnement, quoi. Voilà. Ou oui, mais ça me choque pas. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que mais j'ai bien compris. Mais là, ce que vous me dites, cet exemple ne me choque pas. Voilà. Non, je sais qu'il y a des chasseurs qui sont plutôt favorables à l'environnement, mais généralement, les écologistes se présentent comme des opposants à la pratique de la chasse. Oui. Voilà. Donc, je me positionne absolument pas sur ces sujets. Est dans les c'est pour vous donner, c'est pour vous donner un exemple du fait que, très concrètement, vous pouvez raconter à peu près n'importe quoi, et on sait qu'un certain nombre de personnes participent à ces sondages non pas pour donner leur opinion, mais pour obtenir des points monnayables. Alors ça fait pas un 13e mois, mais très concrètement, vous pouvez obtenir un certain nombre de cadeaux, de biens, en passant une partie de votre journée à répondre à ces sondages. Et la question là, ça n'est pas tant donner son opinion que de parvenir à tout prix jusqu'au terme du sondage pour obtenir les points. Voilà. D'où évidemment cette distorsion et puis les lignes d'arrivée au final, le soir du premier tour, qui ne sont pas celles que l'on pensait avoir dans les sondages. On l'a vu même aux européennes, avec François-Xavier Bellamy, qui nous était présenté la une du Figaro Magazine comme la grande surprise à droite, ça y est, la droite remontée, puis s'est effondré. Oui, tout à fait. Dans le livre, en fait, je comptabilise le nombre de fois au tout début du livre. Oui. Exactement, même à quelques jours du scrutin, si on prend toutes les consultations électorales qui ont eu lieu en France depuis 1995, eh bien, vous avez quand même dans presque un cas sur deux, les estimations des instituts sont approximatives ou erronées. Si vous avez un outil qui est approximatif ou qui livre des estimations erronées dans un cas sur deux, on peut considérer que c'est un outil qui pose un certain nombre de problèmes. Finalement, est-ce qu'il faut aborder les sondages comme son horoscope? Alors, on fait tous attention à son signe, mais on sait que ça va pas se produire, quoi. Mais ça fait plaisir de l'entendre. Alors, les responsables d'instituts disent toujours et rappellent souvent que les sondages ne sont pas des outils de prédiction, mais évidemment, l'usage qui prévaut des résultats de sondage, c'est un usage qui est prédictif. Ça intéresse leurs commanditaires, en premier lieu les médias, parce que l'idée, c'est quand même de produire de l'information qui va permettre de spéculer sur le gagnant. C'est ce qu'on dit. En fait, les sondages alimentent une manière d'appréhender la politique qui est davantage centrée sur le jeu que sur les enjeux. C'est-à-dire que ça permet d'entretenir un scénario de campagne qui ressemblerait en quelque sorte à une course de chevaux, qui est en tête, qui est dernier, qui est au milieu, qui progresse, qui régresse. Ça crée une sorte de storytelling électoral dont se nourrissent les médias depuis un certain temps. Oui, mais quand vous évoquez cela, Alexandre Desaix, il y a aussi l'influence des sondages sur les politiques. Vous dites qu'ils ont été formés dans leur cursus à apprendre tout cela, cette méthode, ces échantillons, cette marge d'erreur. Et pourtant,
les mêmes politiques voient un sondage qui arrive en disant 70% des Français sont pour le pass vaccinal, et donc ils vont tous se ruer en disant le pass vaccinal c'est une bonne chose, etc. Après il y a un peu de déception, vous avez plus que 40% des Français qui sont pour le pass vaccinal, voilà, je dis un peu n'importe quoi, et les mêmes politiques sont un peu paumés, ils disent mais je comprends pas, il y a une semaine ils étaient 70% pour. Eh ben oui, je pourrais prendre d'autres exemples. Hein. Par rapport aux acteurs politiques, c'est vrai que enfin ils ont un rapport qui est souvent ambivalent au sondage. Généralement, ils soulignent leur intérêt quand les résultats leur sont favorables. Ils deviennent beaucoup plus critiques quand les résultats leur deviennent défavorables. Et les sondages ici fonctionnent comme, il faut s'en rendre compte, hein, comme un instrument de sélection du personnel politique. Ça produit des effets d'accréditation. Hein. On l'a vu avec le cas d'Éric Zemmour au mois de octobre. Hein, il s'était envolé sondagière qui a fini par placer Éric Zemmour comme un potentiel acteur politique présent au second tour face à Emmanuel Macron. Mais même si Éric Zemmour semble recueillir des soutiens relativement importants, effectivement, on peut douter qu'il soit présent au second tour. Mais toujours est-il que ça aura fixé l'attention non seulement des médias, mais également des acteurs politiques. Après, il faut bien savoir que la centralité des sondages contraint toujours les acteurs politiques à se positionner par rapport aux résultats d'enquête, et que ces positionnements sont évidemment tributaires de leur place dans la course politique, et puis des stratégies électorales qu'ils ont mises en œuvre. Donc c'est délicat, c'est un travail délicat. On oublie à quel point l'art de la politique est un art extrêmement compliqué. On n'est pas très bienveillant quand même avec les acteurs politiques dans l'économie, dans le contexte de l'économie médiatique actuelle, qui est une économie saturée d'informations où les choses vont toujours très très vite. Le faire de la politique, qui est plutôt quelque chose qui relève d'une temporalité lente, c'est évidemment très complexe. Alexandre Deshaies qui publie 10 leçons sur les sondages politiques, Trump, Brexit, primaire, abstention, Rassemblement national, les erreurs des sondages, enfin expliquées chez Debec. J'ai une dernière question. Faut-il payer pour être bien classé dans les sondages ? Philippe de Villiers raconte dans un livre, par exemple, comment des élections européennes, il ne perçait pas, il était à 3%, 4%, et il était associé à l'époque avec le milliardaire britannique Jimmy Goldsmith. Jimmy Goldsmith lui a dit ne t'inquiète pas, on va payer un sondage. Et ils ont commandé un sondage et tout d'un coup ils sont arrivés à 14%. Alors je pense qu'il peut avoir effectivement une instrumentalisation politique de certains sondages, mais généralement les sondeurs et les instituts de sondage préfèrent conserver des positions plutôt neutres de ce point de vue, pour pas se fermer non plus de possibilités d'obtenir certains clients. Alors vous pouvez avoir des instituts qui ont des partenariats avec des journaux de gauche, des radios de droite, et vice versa. Après, oui, on trouvera toujours des exemples. Je ne crois pas que ça influe ni même le commanditaire, le journal de gauche ou la radio de droite, elle s'en fout du résultat. Elle, ce qu'elle a envie, c'est d'informer, je pense. Oui, absolument, mais je pense qu'il y a sans doute des cas, le milieu des sondages, c'est un petit milieu qui entretient par rapport des rapports très étroits avec le milieu de politique, donc il peut avoir sans doute des cas dans l'histoire, mais en général autant il faut souligner les difficultés que rencontrent les instituts, autant on ne peut pas les accuser de manipuler l'opinion comme on entend souvent. Là aussi, c'est une idée qui est relativement fausse. D'abord, il faut se souvenir que, en dépit de la centralité des sondages, pour qu'ils influencent l'opinion, il faudrait que l'opinion perçoivent ces sondages. Or, là-dessus, on n'a que des résultats de sondage, mais on peut considérer qu'il y a une personne sur deux, en général, qui ne fait pas attention aux résultats de sondage. Ensuite, l'influence d'un sondage sur une personne par rapport aux déterminants sociaux, sur les comportements politiques de ces personnes, c'est quasiment rien. C'est-à-dire que généralement, on vote en fonction de notre socialisation, de notre héritage familial, de notre position dans l'échelle sociale, de notre niveau de diplôme. Ça nous expose à certaines informations
qui ont généralement pour fonction de nous conforter et pas de nous écarter de nos orientations électorales. Donc sur le premier point, manipulation de l'opinion par les sondages, non, et influence des sondages sur l'opinion, non plus, je dirais. Vous avez dit que l'on vote en fonction de notre socialisation, notre histoire personnelle. Est-ce que c'est toujours le cas ou ça n'a pas tendance à changer? Je vois beaucoup de gens qui se disaient être de gauche, et je le sais, je connaissais de familles plutôt socialistes qui se droitisent, mais en se droitisant, ils passent plus du tout par la case LR, ils vont direct à la case RN, par exemple. Mais en sens inverse, j'ai vu des gens plutôt de droite, classiques, plutôt gaullistes, et qui se mélanchonisent un peu sur l'État, s'ils trouvent un peu que qui n'étaient pas vraiment des libéraux, qui étaient plutôt de droite. Vous voyez ce que je veux dire? Je sens qu'il y a quand même des plaques qui bougent en ce moment. Est-ce que je me trompe ou... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, à chaque scrutin, vous avez seulement un électeur sur 10 qui passe de la gauche à la droite et de la droite à la gauche. C'est beaucoup. Donc c'est beaucoup, un électeur sur 10. Ça vous fait basculer un score, non? Alors alors on a l'impression que c'est ces mouvements-là de basculement qui donnent les victoires. Mais en fait, les choses se jouent. Alors non, les choses non plus. les choses se jouent surtout au niveau dans ce qu'on appelle la mobilisation différenciée. Ce qui va faire varier les résultats, ça n'est pas des logiques de basculement gauche-droite parce qu'elles restent minoritaires dans l'électorat. Alors évidemment, dans une élection, ça peut être décisif, mais encore faut-il qu'il y ait une configuration politique singulière. Il faut faire attention à l'offre. C'est moins donc ces basculements gauche-droite ou droite-gauche que les niveaux de mobilisation des électorats à gauche et à droite, quoi. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses, plutôt comme des jauges qui se remplissent et qui se vident. Mais le passage gauche-droite et droite-gauche, par exemple, vous avez seulement un électeur, je dis bien seulement un électeur sur 10 du Rassemblement national qui déclare être ou provenir de la gauche. Vous voyez, ouais. Et très peu d'électeurs mélenchonistes qui se disent avoir une origine politique d'extrême droite. Oui. Donc ça n'empêche pas les phénomènes de volatilité électorale, mais cette volatilité, elle est plutôt au sein de la gauche et plutôt au sein de la droite, mais rarement entre la gauche et la droite. C'est-à-dire, vous allez avoir effectivement des personnes qui de plus en plus vont potentiellement passer, par exemple, d'un candidat écologiste à une liste socialiste ou effectivement ou Mélenchon pour la présidentielle. Donc ça crée des itinéraires de vote avec une certaine instabilité, mais bon, c'est quand même des trajectoires qui se situent au sein de la gauche et puis on pourrait au sein d'une même famille idéologique. Exactement. Au sein d'un et on même pourrait observer. Tout à fait. Et on pourrait observer à peu près la même chose à droite. Après, sur la première partie de votre question, effectivement, on se rend compte que les déterminants sociaux classiques ne fonctionnent pas aussi bien dans la production des comportements électoraux qu'il y a une vingtaine, une trentaine, même une quarantaine d'années. Avant, très clairement, vous étiez ouvrier, vous aviez 7 chances sur 10 de voter pour la gauche. De la même manière, si vous étiez catholique pratiquant, vous aviez 8 chances sur 10 de voter pour la droite. C'est ce qu'on appelle le modèle sociologique d'explication des comportements électoraux. Aujourd'hui, le vote ouvrier est complètement explosé. D'abord, il y a beaucoup d'ouvriers qui sont devenus abstentionnistes et vous avez une proportion de votants ouvriers qui s'élève à peu près à 30-40% qui votent désormais à l'extrême droite, mais ce ne sont pas des ouvriers qui sont passés de l'extrême gauche à l'extrême droite. C'est une nouvelle génération d'ouvriers qui a plutôt ses origines à droite. Il faut toujours se souvenir que même à l'époque où la gauche remportait un niveau très élevé de vote ouvrier, 70% aux législatives de 1978, vous aviez quand même 30% d'ouvriers qui votaient déjà à droite. D'accord ? Donc c'est pas 100% des ouvriers qui votaient autrefois pour la gauche. Mais là, effectivement, on a du mal les caractéristiques sociales des individus, notamment les catégories socio-professionnels auxquels ils appartiennent deviennent de moins en moins explicatives du vote. Mais c'est ça qui est fascinant. Je suis d'accord avec vous, Alexandre. Mais il y a des variables sociales qui sont importantes encore. Oui, mais moi je vois
Une des variables les plus importantes, c'est le niveau de diplôme en fait. Voilà, plus vous avez, écoutez bien ça, c'est un résultat qui a été mis en évidence par une spécialiste du vote Rassemblement National qui s'appelle Nona Mier. Elle a montré que vous aviez 4 fois plus de probabilité de voter par exemple pour Marine Le Pen à la prochaine présidentielle, 4 fois plus de probabilité donc si vous n'avez pas de diplôme que si vous êtes diplômé du supérieur. Donc ici, le niveau de diplôme, qui n'est pas une variable qui joue toute seule comme ça. Oui, mais ça, c'est toujours délicat à dire, parce qu'après on va vous attaquer, on va vous dire, vous nous insultez, vous dites que les électeurs du Rassemblement National sont des cons, voilà. Et en fait, ils s'en servent, eux-mêmes s'en servent comme argument pour dire, vous voyez à quel point ils vous méprisent. Ils vous disent que vous êtes des crétins. Alors c'est absolument pas. Non, mais je sais. Cher Alexandre, c'est pas du tout du mépris, évidemment que non. Je dis comment il l'interprète, comment il le retraduit. Vous pouvez ne pas avoir de diplôme et être intelligent. C'est pas exactement ça en fait. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que le niveau de diplôme n'est que un indicateur de position sociale parmi d'autres. Il se trouve que la plupart des gens qui ont un niveau de diplôme relativement faible se situent également en bas de l'échelle sociale, donc sont faiblement intégrés socialement. Ils cumulent toute une série de difficultés qui sont extrêmement les gagnants de la mondialisation. Oui. Voilà pour prendre un raccourci conceptuel. Et c'est cette position sociale globale donc qui explique qui peut expliquer leur rapport à certains partis, mais également à la pratique électorale. C'est parmi les personnes les moins diplômées qu'on trouve le régiment le plus important d'abstentionnisme. Mais évidemment, c'est absolument l'idée. C'est pas. Enfin, moi, j'ai travaillé pendant 25 ans sur le Front National, Rassemblement National. J'ai rencontré plein de militants. L'idée, c'est pas du tout. Oui, mais vous aviez entendu cet argument lors du référendum sur la Constitution européenne. Oui, voilà. Oui, mais c'est sont les crétins qui votent contre l'Europe et les gens intelligents qui votent pour l'Europe. Bien sûr, mais ça c'est un argument politique en fait. La différence, enfin j'espère en tout cas, enfin pour les personnes qui comme moi travaillent de manière sociologique sur les comportements électoraux, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est de voir effectivement quand vous avez un profil social en particulier, enfin voilà, comment ça vous oriente électoralement. Et là, c'est vrai qu'on se rend compte que l'une des variables les plus prédictives du vote, les plus explicatives du vote et même de la participation électorale et donc de l'abstention, aujourd'hui, c'est le niveau de diplôme. Et de ce point de vue-là, ça signifie que les variables sociologiques ou les variables sociales ne jouent pas comme autrefois. Elles jouent évidemment différemment. Il y a presque plus de vote de classe. On voit qu'il y a des différences, mais à des niveaux de catégorie grossières. Il faut prendre les catégories CSP+, c'est-à-dire il faut regrouper toutes les CSP dans 2 grandes catégories, CSP+, d'un côté, CSP- de l'autre, pour se rendre compte qu'il y a des différences très nettes. Vote de droite, plutôt CSP+, vote de gauche, plutôt CSP-, vote d'extrême droite, plutôt CSP-. Donc il faut vraiment monter à des niveaux de catégorisation très généralisantes pour observer encore un vote de classe. Mais ça n'empêche pas, pour terminer cette longue réponse, d'observer effectivement encore une influence des variables sociales sur la production des comportements électoraux. Merci Alexandre Désay de nous avoir parlé de votre nouveau livre qui sort chez Debec, qui s'appelle 10 leçons sur les sondages politiques. Vous ouvrez le capot de ces sondages que vous suivez chaque jour et vous nous emmenez à travers ce contrôle technique sur ces points, voilà, point par point, et on en arrive à la conclusion que finalement il faut prendre tout ça avec beaucoup de distance. Avec ça, on va briller dans les dîners en ville, puisque tout le monde parle des sondages dans les dîners en ville. Grâce à vous, on va ressortir en étant la lumière du débat. Voilà. Merci. Merci à vous. Désay.